bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes avec nous sur Média TV dans 11 dit tout et on y va pour notre sommaire. Alors le samedi matin, on démarre par l'aliment de la semaine et aujourd'hui l'équipe a choisi pour vous un alicament, c'est-à-dire un aliment-médicament. Gros plan sur l'ail. Ensuite, on ira au boulot avec le top management. Nous parlerons de coaching pour les dirigeants. Quels sont les points d'amélioration des patrons? Ensuite, notre femme inspirante est une femme aux multiples casquettes. Nadia Alami décide de mettre sa notoriété et son temps au service des sourds-muets. Et puis pour finir, vivre plus longtemps et en meilleure santé, mythe ou réalité, on en saura un peu plus dans un petit moment. Bienvenue à vous, vous êtes sur Média TV bien évidemment. Dans 11 dit tout, on démarre. Merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois et je suis très heureuse de recevoir toutes les personnes qui ont accepté de faire l'émission avec moi aujourd'hui. Je commence par vous, Nadia Alami. Merci beaucoup d'être là. Vous avez fait le déplacement depuis Tanger. Depuis Tanger, oui. Alors vous êtes bien sûr une figure connue du grand public. Vous êtes avant tout opticienne. Ensuite, actrice, vous vous êtes fait connaître à travers différentes grandes réussites, justement, et à travers votre collaboration avec Farid Aboulyazid. Et aujourd'hui, avec vous, eh bien, nous allons voir cette facette en vous de l'actrice sociale qui agit en faveur des autres et en faveur des enfants notamment. Et vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. Merci beaucoup d'être là, Nadia. C'est un plaisir de vous recevoir. Et puis, je remercie également Marjane Benjeloun. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir. Alors, vous êtes médecin interniste gériatre. Tout à fait. Et avec vous, vivre plus longtemps et en bonne santé, est-ce que c'est possible ou c'est juste des slogans marketing? Vous nous direz de quoi il s'agit. Je vous dirai. Voilà, absolument. À vos côtés, celui qui coach les plus grands, les patrons, Monsieur Mustapha Asrat, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fondateur DG du cabinet Conseil RH Leadership. Et avec vous, nous allons parler du coaching des dirigeants. De quoi nos patrons ont-ils besoin et qu'est-ce qu'ils vous demandent? Eh bien, vous allez nous expliquer tout ça dans un petit moment. Merci à tous d'être là, de vous mobiliser pour nos téléspectateurs un peu partout en Afrique et dans le monde. Et on commence par quoi le samedi matin? On commence par un aliment. C'est vrai que celui-là, il n'est pas glamour. En général, on a tendance à s'éloigner des autres ou des gens qui le consomment, mais c'est un véritable alicament, c'est un véritable médicament, c'est l'ail. C'est vrai que c'est la saison, on en a besoin pour lutter contre les virus, c'est pour ça qu'on l'a choisi pour vous. On regarde en animation ce que ça donne. J'espère que ça va vous ouvrir l'appétit pour la suite du programme. On regarde et on revient, à tout de suite. On dit qu'une gousse d'ail peut faire fuir les vampires. Mais avant tout, découvrons qui il est. Originaire d'Asie, l'ail est cultivé et consommé depuis des millénaires partout dans le monde. Les Grecs et les Romains en raffolaient au petit déjeuner. Les principales variétés utilisées au Maroc sont l'Allium sagittatum Kunz et l'Allium vulgare Kunz. L'ail est doté de multiples bienfaits. Il est très riche en manganèse, indispensable à notre organisme, en vitamines B6 et C qui contribuent au bon fonctionnement de notre système immunitaire. C'est un antibiotique naturel puissant et il est bon pour le cœur parce qu'il agit contre le mauvais cholestérol. En cuisine, on retrouve l'ail en entrée, accompagnant des crevettes, sauté avec des pommes de terre et des herbes, dans un zalouk aux aubergines ou dans un tagine aux boulettes de viande. À tous les coups, l'ail apporte saveur et goût. Saveur et goût et apparemment un antibiotique naturel. On confirme ça avec la scientifique du plateau. Docteur Marjane Benjeloun, est-ce que c'est véritablement un antibiotique l'ail ou c'est finalement une étiquette qu'on lui colle? C'est une étiquette antibiotique, mais c'est un antiseptique. Enfin, en ce sens qu'il va un peu nettoyer les microbes qui, de toute façon, sont censés être nettoyés après par l'intestin. Un antibiotique, donc, non. Par contre, il a d'autres vertus connues et une des plus importantes est peut-être celle de diminuer la tension artérielle. Ça, c'est pas un mythe? C'est pas un mythe, non. Alors, les médicaments sont
des fois nécessaire, mais c'est vrai qu'avant d'instaurer des médicaments, on va demander aux patients de changer ses habitudes hygiéno-diététiques. Et parmi les habitudes hygiéno-diététiques, on peut demander de consommer l'ail, qui va, et c'est peut-être sa vertu la plus importante. Je crois qu'il n'y a pas d'importance. Il n'y a pas d'importance. Ce qui passe le mieux. Voilà, ce qui passe le mieux pour le sujet. Mais en tout cas, je pense que sa vertu qu'on peut retenir, scientifiquement prouvée, c'est celle de diminuer la tension artérielle, qui est quand même la source de pas mal de pathologies, malheureusement, chroniques. Nadia, vous avez un petit secret avec l'ail ? Oui, moi je sais que quand je frotte mes ongles avec de l'ail, ils sont beaucoup plus forts. Plus forts, oui. Oui. Je vais vous dire aussi un petit peu les cheveux et tout ça. Pour les gens qui ont des problèmes de cheveux, moi, je n'ai pas de problème, mais ça sent très mauvais. Et là, vous ne dites pas que les vampires, il y a les amants, tout le monde. Quand on mange de l'ail, ça sent mauvais, c'est pas bon. On dit toujours évite l'ail. Évite l'ail. Évite l'ail, bien que ce soit très bon, mais il faut le dormir, il faut le manger et dormir. Et dormir, c'est ça. Et ça, bon, ça n'arrange pas les choses. Monsieur Scrat, justement, une petite histoire avec l'ail, ou on vous laisse tranquille de ce côté ? Non. D'abord, c'est un aliment que j'aime beaucoup. Sincèrement, j'aime beaucoup le goût, j'aime beaucoup, bizarrement, l'odeur. Pas l'odeur qui reste, mais en tout cas le parfum. Il y a un arôme qui est extraordinaire dans l'ail. Et moi, j'en mange tous les jours. C'est l'odeur de la bonne bouffe, en fait. Exactement, de la bonne bouffe méditerranéenne. Parce que c'est une signature de la cuisine méditerranéenne. Voilà, donc on a ouvert un petit peu... On a titillé les papilles, et là, on va les travailler un petit peu. OK, on y va. Monsieur Mstafa Scrat, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc, je rappelle, fondateur DG du cabinet conseil RH Leadership. Le coaching des dirigeants, de quoi nos dirigeants ont-ils besoin? Quelles sont leurs principales demandes? On va en parler avec vous. Mais d'abord, est-ce qu'ils ont besoin d'être coachés? Est-ce que lorsqu'on est patron, on a quand même besoin d'être coaché? C'est, on va dire, la question principale, initiale, peut-être. On l'a posée à un expert et on revient pour continuer la discussion avec vous. Mohamed Berada, je représente la société Crestcom. On est spécialisé dans le développement des compétences en management et en leadership. Il y a quelques semaines, je suis appelé par un ami à moi. Il me dit, notre société a connu des hauts et des bas et en ce moment, ça ne va pas très bien. Et je pense que mon patron y est pour quelque chose, je voudrais que tu le rencontres. Je dis, OK. On rencontre son patron, il me dit, voilà, je dirige cette société depuis 30 ans. Maintenant, on a quelques difficultés. Je dis, est-ce que je peux vous poser une question directe? Il dit, allez-y. Je dis, est-ce que vous considérez que vous êtes un professionnel dans tout ce que vous faites? Il me regarde et me dit, oui, bien sûr, oui, absolument. Oui, je suis un vrai professionnel. Je dis, et comment vous savez? Il me dit, c'est simple, je sais tout ce qu'il faut savoir pour bien faire mon travail et je le fais depuis 30 ans. Un vrai professionnel n'aurait jamais dit ça, n'aurait jamais dit, je sais tout ce qu'il faut savoir. Et moi-même qui suis dans le coaching, je me suis vu récemment demander expressément un coaching à un confrère. En fait, je menais une mission avec un coach et à la sortie à un moment donné de la mission, il me dit, est-ce que je peux être honnête avec toi et te dire quelque chose? Je dis, bien sûr. Il me dit, tu ne me fais pas de retour régulièrement sur l'avancement de la mission. C'est toi qui as le contact avec le client. Et je suis toujours là à te demander où est-ce que ça en est, qu'est-ce qu'il t'a dit. Et en fait, je lui dis, je crois que tu viens de pointer du doigt quelque chose qui m'accompagne depuis de très très longues années. Et il me dit, ça s'appelle le feedback. Le feedback, c'est donner régulièrement un retour aux gens qui sont partie prenante dans ce qu'on fait. Et voilà, je pense que la morale de cette histoire, c'est que même un coach a besoin d'être coaché. Donc ça veut dire que tout le monde a besoin d'être coaché, si on comprend bien, monsieur Mstafa Scrat. Oui. Que l'on soit patron ou pas. Tout à fait. En fait, quand on parle de coaching de dirigeant, le dirigeant en général ne nous consulte pas pour lui faire du coaching. Parce qu'à la base, déjà, on est des consultants. Nous sommes des consultants. Mais très souvent, quand on va en entreprise, la question qu'on pose toujours, c'est est-ce que le dirigeant fait tout ce qu'il faut justement pour que ça se passe bien chez lui? Et très souvent, il n'en est même pas conscient lui-même. Donc, avec un processus, on arrive vers lui et on se dit peut-être qu'il faut commencer par vous avant d'aller voir les collaborateurs, etc. Donc, ils ne viennent jamais d'eux-mêmes? Pas jamais. Maintenant, alors, il y a une évolution quand même dans le marché.
parce que quand même l'avènement du coaching du dirigeant c'est quelque chose d'assez récent, on va dire les 10 dernières années dans le monde, c'est beaucoup plus, c'est arrivé beaucoup plus avant nous. Mais la conscience des dirigeants d'être coachés, et par des Marocains, parce que je souligne quand même ce point, est assez récent. Parce qu'il fallait quand même que... Avant, vous avez confiance plus à ceux qu'on va ramener de l'étranger, voilà, qu'ils ont plus d'expertise. Voilà, exactement. On était bien sûr sur des références à l'international, ce qui est normal, parce que les premiers qui ont bénéficié de coaching, ce sont les cadres de grandes entreprises et multinationales. C'est ça. Et donc, nous-mêmes, nous sommes un petit peu des enfants des multinationales. C'est pour ça qu'on a gardé ces relais et que finalement, du consulting, qu'on a commencé à faire du coaching aussi, sachant que le coaching n'est pas le consulting. Le consulting, c'est du conseil. Alors que le coaching, on ne donne pas de conseils, on écoute, on questionne et on aide la personne à trouver elle-même les réponses. Et c'est beaucoup plus puissant que de venir avec des recettes toutes faites. C'est ça. Alors, maintenant, lorsque ce sont ces patrons qui viennent vous voir pour un accompagnement, qu'est-ce qu'on vous demande en général? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de façon générale en termes de besoins chez le top management? C'est comme le sujet. En général, on nous appelle parce que ça ne va pas. Parce que l'entreprise a des difficultés, d'abord commerciales ou financières, c'est ça le premier point, ou des difficultés de plus en plus relationnelles ou de gestion de relations entre les collaborateurs et la direction. Et de plus en plus, c'est le cas parce qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus conscients de leurs droits. Donc la notion d'autorité a changé. Et donc forcément, beaucoup de dirigeants ont compris très vite qu'il y a un travail à faire sur eux-mêmes et ça part de là. Pour imposer une forme d'autorité, mais de façon déguisée. En tout cas, pour pouvoir avancer dans leurs objectifs en étant autrement que ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est ça. Voilà, mais voilà, vous l'avez dit, c'est surtout pour des difficultés au sein de l'entreprise, mais est-ce qu'il arrive parfois que des patrons vous appellent en pointant directement du doigt une problématique personnelle? C'est beaucoup plus rare, mais ça arrive. Ça arrive. C'est beaucoup plus rare quand il s'agit de patrons qui ont vu un de leurs collaborateurs être coaché et qui a modifié son comportement. D'accord. Et donc, du coup, très souvent, il nous est arrivé de coacher un comité de direction, c'est-à-dire un directeur financier, un directeur commercial. Et un jour, le président dit, mais tiens, et moi, est-ce que je peux bénéficier de la même chose? Bien sûr. Est-ce que vous êtes en quelque sorte, vous êtes en train de devenir en quelque sorte les psy accessibles des dirigeants? D'abord, les dirigeants... L'oreille attentive des dirigeants. Peut-être pas psy parce qu'il y a une différence quand même fondamentale. Bien sûr. C'est un raccourci que je fais en disant oui, le raccourci. D'ailleurs, comme on dit chez nous, de manière très simpliste, mais ne m'en veuillez pas, le psy, c'est pour regarder le passé et le coach, c'est pour travailler sur le présent et l'avenir. D'accord? Donc ça, c'est juste une façon de clarifier les choses. D'ailleurs, le psy ou le psychologue, le psychiatre, et en général, accompagne aussi le processus de coaching. En ce sens que des fois, nous, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas, nous. C'est ça, bien sûr. Notre métier, on nous a appris à détecter les aspects sur lesquels nous n'avons pas le droit de toucher parce que ça comporte un risque pour la personne. Et à ce moment-là, on signale au superviseur et on se concerte avec lui. Soit il nous recommande de recommander au client de faire une analyse psychanalytique en parallèle avec le coaching. Une psychothérapie. Ou psychothérapie. C'est ça. Ou arrêter le coaching et lui recommander d'aller d'abord faire un travail avec un psychanalyste avant de revenir sur l'objectif de coaching. Okay. Parce que le coaching, sans avoir un minimum, on va dire, d'éléments psychologiques, ça devient dangereux. Et à ce moment-là, ce n'est pas notre métier de faire de la thérapie, pas du tout. Alors Nadia Alami, vous êtes aussi opticienne. Oui. Et donc, on va dire, vous êtes votre propre patronne. Oui, les choses sont différentes quand même, non? Non, j'allais lui poser une question. Bien sûr, allez-y. Ou peut-être c'est aussi une remise en question. Moi, ça fait 30 ans que j'ai la même équipe. On est au sein de mon entreprise d'optique et j'ai comme l'impression, surtout depuis l'année dernière, que ma relation avec eux a changé, que eux aussi, ça a changé et que même la manière de nous comporter avec le patient est complètement différente qu'avant.
Et c'est dû à quoi? Donc, je ne sais pas. C'est positif ou vous le vivez comment? Je ne sais pas déjà. Je pose des questions. Oui, parce que l'équipe, en fait, on dirait qu'elle s'est un petit peu habituée à des anciennes méthodes. Et c'est très embêtant parce qu'on avance vers des méthodes beaucoup plus modernes, beaucoup plus rapides, beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus techniques. Et on dirait que l'équipe ne suit pas. Et moi, personnellement, comme je vais souvent souvent dans des formations, dans des séminaires, dans des conférences, dans des salons, je vois que les choses avancent très très vite en Occident, surtout en Europe. Et chez nous, malheureusement, ça stagne et ça m'énerve. Voilà, et je vous assure que j'ai failli dire, ça y est, j'en peux plus. Je vais prendre ma retraite avant. En fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, on ne se rend pas compte que les éléments autour de nous évoluent, que notre environnement évolue. Et la vitesse avec laquelle il évolue, surtout maintenant, elle est un peu plus rapide que notre conscience, nous, de ce qu'on doit faire sur nous-mêmes. Et si votre équipe a changé, c'est que vous avez changé aussi quelque part la manière avec laquelle vous les écoutez ou avec laquelle vous interagissez avec elles a été quelque part dégradée. Parce qu'il y a d'abord une grande composante dans la gestion des ressources humaines en général, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. C'est-à-dire quelque part, on s'installe dans une routine qui nous semble, qui nous sécurise, mais qu'en fait qui est nuisible et qui peut nous porter préjudice. Le coach a pour rôle de réveiller un petit peu et de faire en sorte à ce qu'on crée un nouveau projet pour l'entreprise. C'est ça. D'accord. Pour créer une meilleure fédération. Une meilleure énergie. Une meilleure énergie. Voilà, une nouvelle énergie. Oui, ce qui est tout à fait faisable. D'accord. Donc, je ne sais pas. Une autre consultation, moi je prends les honoraires. Docteur Malzahn. Moi, je suis ma propre patronne aussi dans mon cabinet, mais j'ai une équipe très restreinte avec ma secrétaire. Et je crois que j'aurais vraiment besoin de vos conseils parce que c'est peut-être beaucoup plus que les consultations, c'est la relation avec ma secrétaire, je ne vais pas le dire, qui se passe très bien, mais qui, à la limite... ça se passe trop bien. J'ai toujours peur. J'ai toujours une inquiétude. Est-ce que je fais bien ce que je dis bien? Est-ce que voilà, c'est toujours cette peur de mal faire. Et là, je pense que j'aurais besoin non pas de conseils comme vous dites, mais d'un regard nouveau et que c'est pas évident. Je pense que c'est beaucoup plus dur, d'être chef. C'est pas ce que je veux dire, mais d'être supérieur plutôt que salarié. Enfin, on va dire plutôt que salarié, parce que voilà. Après, ce que je voulais dire, c'est que c'est bien, parce que ça demande quand même, des fois, vous devez réveiller chez les dirigeants des blessures d'ego, parce que ça demande une humilité Dans le palmarès, l'ego est le premier ennemi de la femme ou de l'homme de pouvoir. Ouais, c'est ça. Parce que c'est très difficile de taire son ego quand on a quand même un certain charisme, C'est-à-dire, il y a beaucoup de dirigeants qui sont naturellement leaders aussi. Oui. Donc il faut respecter ça en eux. Il faut pas parce qu'il y a des fois des pratiques qui ne sont pas tout à fait contraires. Il faut sauvegarder ça, mais à côté de ça, de créer en lui l'empathie nécessaire pour diriger des équipes. Pour mieux diriger, être encore plus installé dans son autorité naturelle, plutôt que dans son autorité puisée dans son pouvoir hiérarchique. C'est ça. Voilà, donc c'est ça l'équilibre. Moi, ce qui m'arrive dans mon cas, en fait, c'est qu'il y a 30 ans, j'étais la seule diplômée formée dans cette équipe. Je leur ai tout enseigné. Pour moi, aujourd'hui, après 32 ans, je me rends compte qu'ils sont toujours c'est-à-dire comment je vais vous dire, ils n'ont pas pris la liberté d'exercer par eux-mêmes. Il fallait toujours demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je le fais comme ça, est-ce que je le fais. À un moment, ça y est, je dis mais c'est pas vrai, vous posez encore les mêmes questions. Vous comprenez? Peut-être, comme vous dites, j'ai été le leader assez présente, même trop présente. Peut-être, j'ai pas su leur faire confiance au début et je voulais faire à leur place aussi. Et aujourd'hui, la moitié des choses, ils ne peuvent pas encore. Mais je dis quand même, après 32 ans... Après l'ego, c'est la délégation. Ouais. Voilà. C'est qu'un manager, très souvent, et on apprend tous à être manager, on n'est pas né manager. On peut naître leader, mais manager, c'est plus compliqué. Le leadership peut être un peu naturel, mais ça se travaille aussi, attention, ça se travaille. Mais on a d'autres sujets qui arrivent, et on a surtout des questions de téléspectateurs. On va en prendre qu'une seule, parce que par manque de temps, justement. Alors, c'est Aya qui vous demande, les séances de coaching dirigeants sont-elles confidentielles?
Alors, nous, on signe d'abord ce qu'on appelle un NDA, Non-Disclosure Agreement, c'est-à-dire on signe un accord de confidentialité dans les deux sens. OK. Parce que très souvent, le coaché lui-même n'est pas très... Il y a des gens qui sont différents, il y a des gens qui n'arrivent pas à contenir. La confidentialité est notre... on n'a pas de serment d'Hippocrate. La profession, malheureusement, n'est pas encore organisée suffisamment. Mais il y a quand même beaucoup de coachs qui sont très, très à cheval sur l'éthique et sur la confidentialité. Et même la confidentialité, quand on a une mission qui est payée par une entreprise pour un collaborateur. Bien sûr. C'est-à-dire que vous n'allez pas raconter à l'entreprise ce qui se passe avec le collaborateur. On a des normes qui permettent de donner un bon feedback, comme vous avez vu dans le sujet, sans pour autant dévoiler des aspects très privés de la personne en question qui est collaboratrice. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'émission et puis à toutes les questions, justement. On continue l'émission ensemble, si vous le permettez, Monsieur Scrat. Et on va retrouver tout de suite notre femme inspirante de cette semaine. Merci beaucoup de choisir Média TV pour vous accompagner et on se dit tout en particulier. On va dire beaucoup de choses avec notre femme inspirante de cette semaine. C'est vous, Nadia Alami. On vous retrouve tout de suite pour les détails. Merci beaucoup Nadia d'avoir pris de votre temps pour venir rencontrer nos téléspectateurs et pour venir également inspirer cette jeunesse qui nous regarde aujourd'hui. Vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. Alors on rappelle que vous êtes avant tout opticienne. Peut-être qu'on ne le sait pas trop. Pour nous, Nadia Alami, c'est avant tout l'actrice. Mais Nadia, c'est aussi l'opticienne. Avec ses problèmes d'entreprise, on en parlait il y a quelques instants aussi. Vous êtes également audioprothésiste. Ça, c'est une spécialité plus récente. Oui. Mais c'est une spécialité que vous voulez mettre au service des plus démunis. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre projet. Alors, en images, qu'est-ce que ça donne tout ça? On regarde et on revient. Née à Casablanca, Nadia Alami est une femme à multiples facettes. Après avoir achevé ses études d'optique à Bruxelles, elle décide de revenir dans son pays pour ouvrir son propre magasin en 1986 à Tanger. Maman et femme active regorgeant d'énergie, elle se rebelle sur la routine du quotidien et renoue avec sa passion, le théâtre, en rejoignant la Comédie de Tanger, dirigée par Philippe Laurin, une passion qui l'accompagne depuis ses 5 ans. Petite fille, elle imitait déjà sa famille et ses amis. Au lycée, elle fut repérée puis sollicitée pour interpréter des rôles dans les pièces de théâtre de fin d'année. Adulte, elle se dépasse, se libère de son trac et arrive à réaliser une performance réussie lors de son monologue au théâtre Ultime Bataille de Jean-Michel Ribes, où elle se fait repérer par Falida Beliazid. Une rencontre qui lui ouvrira les grandes portes du théâtre professionnel avec en 2001 la pièce Les Caprices de Marianne et Bnet Lalam Nana, puis celle du cinéma et de la télévision avec le long métrage What a Wonderful World, sélectionné au Festival de Marrakech, et le succès télévisé réadapté du théâtre, la série Bnet Lalam Nana. Connue pour son grand cœur et son dévouement pour la cause de l'enfance et de la jeunesse marocaine, Nadia Alami, en actrice de changement social, œuvre au travers de plusieurs actions associatives, telles que la reconstruction du pont de Wirgen, détruit par les intempéries en 2013, la construction d'une classe préscolaire en 2017, et enfin, en 2018, la construction d'un centre pour les sourds. Pour elle, l'enfance et la jeunesse, abstraction faite du niveau social, ont le droit de rêver et de vivre paisiblement. Un combat qu'elle souhaite continuer à mener pour les années à venir. Eh bien, merci beaucoup d'être là, justement, Nadia, pour nous raconter un peu plus ce projet né en 2018. Et d'ailleurs, votre association, vous l'avez appelée l'association des surdoués. Sourdoués. Sourdoués, mais le haut saute. Et donc, au contraire, ils pendouillent encore. Tant qu'ils n'ont pas été formés, ils restent sourdoués. Quand ça va tomber, ça deviendra des surdoués. Exactement. Alors, racontez-nous, d'opticienne à audioprothésiste, comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez été attirée par ça? J'imagine que ce n'est pas juste pour faire de l'argent. Et c'est pas pour faire de l'argent. Non, non, moi je suis opticienne, bon c'est vrai, depuis pas mal de temps, ce qui m'a permis de vivre. On oublie toujours ce côté-là. Ensuite, c'est vrai, je m'ennuyais tellement à Tanger que j'ai
je me suis approchée de la comédie de Tanger avec Mais il Philippe ne faut pas Laurent. dire que c'est Tanger, parce qu'on va croire que Tanger est une ville Mais ennuyeuse. c'est-à-dire que moi, je suis bientôt une vieille dame. Mais c'est pas vrai. Donc, il y a très, très longtemps, quand je suis rentrée, j'avais pas encore d'enfants. Franchement, boulot, mari, maison, je m'en ai. Donc, ce qui fait que j'ai dit à mon mari, j'ai dit, je vais faire du théâtre. Il me dit, tu es folle? À Tanger, tout le monde nous connaît. C'est rien. Je dis, mais je vais faire du théâtre. Il me dit, non, non, je suis Marcel Pagnol. Même pas. Très bien. Quand j'ai vu que Philippe Laurent avait organisé une troupe d'amateurs, eh bien, j'ai rien dit à mon mari. J'ai préparé C'est une femme du monde de Fédo. Et je lui ai dit, tu sais, les amis, les potes, tous ceux qui bossent, nos copains, ils ont monté une troupe et il y a une pièce de théâtre, il faudrait absolument qu'on aille les voir. Alors, avec plaisir. D'abord, je dis, écoute, je dois absolument les habiller sur scène. Donc, je suis allée et lui, attendez. Il attendait. Attendez, mais j'étais en train de m'habiller moi. Donc, ce qui fait que, quand il m'a vu, alors en sortant, tous les copains m'ont dit, je te dis pas, la première personne qui riait aux éclats, qui s'est éclaté, c'est ton mari. Il était par terre de rire. J'ai dit, ouf. Attends, Et après, ça s'est passé Carta comment verde, carta verde. Et après, ça Voilà. s'est passé Et comment? après, Il a rien j'ai dit. continué. Non, après c'était fini. J'ai eu ma fille et tout ça. Ça y est, quand tu as ton enfant, tu es beaucoup plus solide. On partage. Bref, et après, j'ai fait un monologue, Ultime bataille de Jean-Michel Ribes. Là, c'était génial. Je ne m'attendais pas. Je disais, je ne peux pas. Philippe, je ne peux pas. Le pauvre, il a été super. Et plouf, il me jette sur scène comme ça. Il me dit, allez, vas-y. Donc, c'était la première fois que je faisais un monologue, un truc. Et en fait, le mec, la scène, c'était quoi? C'est qu'on s'est bagarré, on est un couple, on se bagarre. Lui, il se jette par la fenêtre, il me fait du chantage. Et moi, je suis là, et il est accroché, bien sûr, au balcon, il n'a pas osé se jeter. Et puis, je lui faisais, en gros, tire-toi ou remonte, j'ai froid. C'était ça le truc. Mais à un moment, je ne l'entendais plus et je voulais le relever. J'étais seule sur scène. Quand j'ai vu que tout le monde s'était levé pour voir s'il était tombé alors que j'étais seule, Farida, elle dit, non, c'est trop bien réussi. Vous avez proposé convaincu. un rôle. Donc, elle m'a proposé un rôle au cinéma. Et de là, ses Mais amis... l'optique est toujours resté en parallèle. De quoi tu veux que je vive? Oui, pardon. En plus de ça, la vérité, j'adore. Et mes patients, ils m'aiment bien et tout. Donc, voilà. Et puis, ça. j'adore l'optique. Tout ce que je le fais avec plaisir. Voilà. Ensuite, bon, il y a des amis... Bon, moi, je fais beaucoup de social, j'adore ça. Et il y a 4 ans, des amis à moi m'ont appelé, ils m'ont dit, s'il te plaît, Nadia, il y a des gens dans la montagne, là, à côté de l'aéroport, à Ziet, qui font une école... À Tanger, tout ça. Hein. Oui, tout ça, à Tanger, oui. À Tanger, oui. Hein. Bien que dernièrement, ce que vous avez vu là-bas, la dernière photo, je vous dirai qu'est-ce que c'est à Casablanca. D'accord. J'enverrai un message au Casablancais. Bon, bref. Et puis, alors, ils m'ont dit, est-ce que tu peux venir construire juste le toit de cette école pour sourds? J'ai dit, bon, d'accord, j'ai tout de suite appelé mes copains, les entrepreneurs, s'il te plaît, donne-moi date. Ils m'ont dit, il y en a un qui m'a dit, écoute, je vais te faire le toit, et ça y est, d'accord. Alors, ils ont commencé à placer les Hadaïd, Kamli. Et à un moment, l'entrepreneur qui m'appelle et qui me dit, tu sais, le cahier est venu, il a tout arrêté, il n'y a pas l'autorisation. Mais en plus, c'est même pas une école. C'est des sourds, un couple de sourds, qui construit une maison pour lui. Je lui dis, c'est pas vrai. Mais en même temps, en y allant et tout, j'ai rencontré qu'il y avait énormément de jeunes sourds, d'enfants sourds. Ils n'étaient pas scolarisés, super démunis. Ça y est, c'est la chose qu'il ne faut pas que je vois en direct. Qu'est-ce que j'ai fait? Mieux encore. Mais alors, c'était la maison d'un couple ou... Oui, un couple sourd. Ok. Et je pensais que c'était une école de sourds. Ils Eh nous ben ont fait alors, croire que c'était une école de sourds. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait en charge ses enfants? Non, il y avait en fait, dans cette montagne-là, Il y a beaucoup d'enfants beaucoup sourds. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai dit? Bon, Nadia, qu'est-ce que tu vas faire? Ça y est, bon, l'entrepreneur, il a repris ses trucs, il les a punis, il leur a dit, faites votre toit ou pas. On s'en fout, c'était déjà un truc à un étage et demi presque, tu vois. Bon, bref. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est ces enfants-là. Et j'ai repris mes études. Ça vous a motivé pour reprendre vos études? Ah non, moi je ne sais pas entreprendre un projet si je ne le maîtrise pas. Oui. Or, je suis repartie. Et donc, moi, Ça vous a motivé pour repartir? Moi, j'ai une franchise optique et je les ai appelés. Et je leur ai dit, écoutez, en France, je vois que vous avez audio et optique. Est-ce que vous faites des formations pour le... Ils m'ont dit, non, on ne fait plus, mais seulement on a un partenariat avec l'Université de Madrid. Et là, par contre, c'est des vraies études. Il fallait voir. Il y a 3 ans. Étudiante. Étudiante avec des jeunes plus jeunes que mes enfants. Et alors, j'étais là. J'ai bossé comme une folle. Combien de temps? 2 ans et demi.
Parce que j'ai fait des hein. stages j'ai fait des stages parce qu'en fait, je me suis réunie, je me suis renseignée, je suis allée voir Audition Solidarité en France. Je leur ai dit comment vous faites marcher votre association. On m'a dit nous, on prend des appareils anciens, on les recycle et on les redonne, etc. Après, j'ai rencontré des fournisseurs. Parce que dès qu'il y avait un salon, j'allais. Je disais moi, je suis étudiante. En fait, je voulais prendre le maximum de renseignements. On vous prenait au sérieux? Ah oui, mais j'étais très sérieuse. Non, mais j'y crois. Très, très sérieuse. Bon, j'ai un petit peu menti de temps en temps, de dire que j'étais déjà prothésiste, mais voilà. Mais après, oui, j'étais en pleine étude, il faut voir. C'est une cure de jouvence quand même, reprendre des études à cet c'était âge-là. dur, hein, parce que les jeunes ne savaient pas s'il fallait se confronter à une élève qui avait peut-être de l'expérience, qui était un génie, ou qui c'était une calra qui est arrivée. Voilà. Mais bon, j'étais très bonne élève, la vérité, j'ai bossé comme une folle. Et pendant ce temps, entre ces études-là, moi, je suis allée dans la montagne, à Jornhed, parce qu'en fait, à un moment, j'ai commencé à faire l'assainissement des écoles. Il y a 10 ans, je faisais l'assainissement des écoles où il n'y avait pas de toilettes, en fait. Donc, quand il n'y a pas de toilettes, les garçons, ça va bien, les profs, hommes, bien. Mais les femmes, les professeurs femmes et les jeunes filles, c'est très difficile à gérer. Alors, les petites filles, elles ramenaient un bidon de eau pour 5 chacune. Elle ramenait un... Mais la femme, elle faisait comment, etc. Donc ça y est. Et puis alors j'ai connu donc toute la partie de Had al-Gharbiya, Darshawi, etc. Et j'ai rencontré un mec extraordinaire, un prof extraordinaire qui s'appelle Oustad Marabet. C'est lui qui a géré pendant longtemps l'école, qui a eu le premier label de la Fondation l'école écologique. Et là, j'ai dit, bon, allez. Maintenant, il y a un projet qui s'appelle Madrasati Mustaqbali. On doit absolument faire des préscolaires. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon copain, je dis, dis-moi, il me dit, toi, tu viens hier, tu t'occupes de mon école, il me faut une préscolaire. J'arrive, il me dit, tu me construis? Je dis, non, je construis. On prend des classes complètement, comme tu le sais, comme on refait, c'est-à-dire on restaure. Et on met après des chaises, des bureaux, Alors il me fait, tu peux pas me faire ça. J'ai 2 écoles ici dans la montagne, Fmodiar, tu me construis la classe. Bien sûr, pendant que j'étudiais, parce que j'étudiais pendant tous les mois, je restais 3 jours, c'était par correspondance. Donc j'étudiais par Internet et en même temps, j'allais faire tous mes TP, tous mes... Sur place. Sur place. Bref, alors j'avais le temps d'aller voir Et l'année dernière, donc c'est ce que tu vois d'école, d'accord? Donc ce monsieur Marabet, il est génial. Mais aujourd'hui, vous en êtes où? Le projet en est où? Et là, donc le projet, donc quand moi j'ai eu donc ce diplôme, j'ai fait mes stages, je suis rentrée, j'ai ouvert mon cabinet et je suis allée voir donc les ORL parce que je voulais faire de l'audition solidaire à ma manière. C'est-à-dire que quand un ORL m'envoie une audiométrie, j'adapte quelqu'un qui a besoin d'un appareil, les bénéfices vont à un enfant ou un adolescent. Ok. D'accord? Ça, c'est mon cabinet. C'est ce que je fais maintenant. Donc, ça fait pas très longtemps qu'on a commencé. Les ORL à peine commencent à me connaître. Je suis allée les voir, mais bon, il faut un peu de temps pour que ça se passe. Donc, entre-temps, dès que j'ai terminé cette école, j'ai construit, en fait, je suis tombée sur une petite maison en ville, géniale, qui était complètement maître de main, et je l'ai montée, R+2, et j'en ai fait la maison communautaire des sourds. C'est ça le coup? C'est les sourds, c'est voilà, ça. c'est ça. D'accord. On va voir. Vous allez voir, c'est génial, je vous invite à la visiter. Alors ça, c'est génial parce que petit à petit, en fonction du temps qu'elle se construisait, j'ai rencontré du monde, j'ai rencontré des gens qui manquaient de ci et de ça. Alors, maintenant, c'est fini, c'est un projet qui unit des sourds, j'ai à peu près 50 sourds, c'était une association, je ne vais pas donner le nom, mais qui a 10 ans, qui n'avait plus les moyens de survivre. Donc, ils ont fermé il y a un mois leur association. Je les ai abrités déjà. Et qu'est-ce qu'ils font dans cette association? Ils enseignent la langue des signes aux sourds. Aujourd'hui, en envoyant tous les dossiers de sponsoring, partenariat et information de notre association, à toutes les sociétés étrangères, parce qu'on est à Tanger, c'est une grosse zone industrielle. Ils ont été vraiment notre dossier a été bien accueilli. On nous a renvoyé comme quoi c'était possible d'embaucher des sourds. Moyennant, il fallait enseigner la langue des signes aux encadrants. C'est ça. Ensuite, si vous connaissez Darna, on est en partenariat avec eux. Ils ont été géniaux. Ils nous ont dit, écoutez, c'est pas la peine de faire toutes ces formations chez vous.
faites autre chose qu'on ne fait pas chez nous, mais tous vos sourds, on les accepte en formation. Alors, dites-nous, Nadia Alami, pour les personnes qui vous regardent maintenant, quel message vous pouvez faire passer justement, d'abord pour booster encore plus votre projet, mais en même temps pour inspirer encore plus tous ceux qui nous regardent. C'est-à-dire, est-ce qu'il est important que les gens connus, et notamment comme vous, les people, comme on dit, se mobilisent pour des actions en profondeur dans notre société? Oui, déjà, je remercie beaucoup Rachid Louali. Je l'ai appelé il y a une semaine. Je lui ai raconté le truc. Il m'a dit, je vais venir te voir. J'ai dit, est-ce que tu aimerais être le parrain de l'association? Il a accepté, déjà. Ça, c'est déjà super parce que lui me fait confiance à 1000%. Et ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que c'est sourd. Non, on n'a pas le droit. C'est une communauté, c'est une population qu'on n'a pas le droit d'oublier. C'est l'handicap le plus invisible qui existe. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un dans la rue qui est sourd, vous ne le reconnaissez pas. Vous ne savez pas qu'il est sourd. Vous klaxonnez, il ne répond pas. Les enfants, aujourd'hui, il n'y a pas d'école spécialisée avec des boucles magnétiques, avec tout ce qu'il faut. Il n'y a rien. D'accord? Où on a quelques associations de sourds, mais on les laisse dans les... Moi, je ne veux pas ça. Moi, j'aimerais tellement. Déjà, la langue des signes, parce que si on n'a pas d'argent pour adapter les enfants avec un... Parce qu'il faut faire la différence entre sourds et malentendants. Quand ils sont sourds complètement, ben, très bien, il faut quand même qu'ils continuent à vivre. Donc, on leur enseigne la langue des signes. Et ensuite, peut-être qu'on va ouvrir des écoles. Moi, j'ai des crèches à côté de moi qui veulent ouvrir des classes de sourds. Moyennant leurs éducateurs, on leur enseigne la langue des signes. Donc, ça, on enseigner la langue des signes aux normo-entendants. Ça, c'est ce qu'on veut faire aussi. Parce qu'on est en partenariat avec une association, je ne dis pas encore laquelle, parce qu'on est là, parce qu'eux, ils n'ont pas de quoi pour embaucher. Et nous, on n'a pas d'experts pour... donc peut-être qu'on va faire un partenariat ensemble. Aujourd'hui, je dis à tout le monde, s'il vous plaît, la langue des signes, ce serait sympa de l'intégrer dans les écoles, dans les sociétés, un peu partout. Allez-y, dans l'audiovisuel, partout. Donc, faites-nous confiance. Si c'est comme ça, je pense que le centre peut exister. C'est à des gens qui peuvent nous faire confiance pour qu'on leur enseigne la langue des signes. Et puis, c'est de l'argent qui va rentrer pour pouvoir... Voilà. Merci beaucoup, Nadia Alami. C'était un plaisir de vous entendre parler d'un sujet qui vous tient tellement à cœur et de vous voir et la dernière chose, aussi concentré et engagé. Allez-y. Les enfants, oui. S'il vous plaît, parce qu'avec cet argent, en plus, on pourra adapter des enfants gratuitement et les réinsérer à l'école. Oui. Parce qu'il faut leur payer les séances d'orthophonie aussi. Quand vous dites avec cet argent, on ne dit plus un enfant, on ne dit plus que personne n'est sourd-muet. On dit sourd. C'est parce qu'on lui a pas... Il n'a jamais entendu, on ne l'a pas adapté et il n'entend pas, il ne peut pas parler. Mais ses cordes vocales sont il faut les retravailler avec un orthophoniste et il retrouve la parole. Merci. Merci beaucoup Nadia d'avoir été là avec nous et de nous avoir fait confiance et d'être venue justement nous parler de ça. Et bravo en fait de revenir sur les bancs de l'université après autant d'années pour une cause aussi humaine. Il y a de l'émotion. Vous pouvez, c'est légitime. On a le droit dans cette émission de se laisser aller. Je les aime tellement, mes sourds. J'aimerais qu'ils aient les mêmes droits que nous. Voilà. Oui, bien sûr. Mais je me battrai. Une petite goutte, ça fait une mer, la mer. C'est ça. Voilà. Super. Allez, on reste ensemble sur Médien TV. Ben voilà, c'était une interview assez spéciale. On n'a pas intégré vos questions, on n'a pas intégré les questions des téléspectateurs. Il y a eu beaucoup, justement... Il y avait déjà suffisamment de contenu. Beaucoup de contenu, exactement. Je pense que l'appel était très fort, donc il vaut mieux pas le brouiller. L'interrompre. Je ne voulais pas. Il fallait le laisser, bien sûr. Marjane Benjeloun est avec nous et il faut qu'on continue. Merci beaucoup, docteur, d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes médecin interniste et gériatre. Et avec vous, comment vivre plus longtemps et en bonne santé? Alors, c'est justement un titre que l'on voit foisonner sur pas mal de médias. Les magazines, les réseaux sociaux, les émissions de télé et de radio. Et on se dit, est-ce que c'est un titre marketing ou bien est-ce qu'on peut vraiment vivre plus longtemps et en bonne santé? En tout cas, nos équipes ont rencontré pas mal de personnes qui vont nous dire ce qu'elles en pensent. On regarde. No stress et n'accorder aucune importance à ce bas monde parce qu'il n'y a rien qui est sûr, on n'est que de passage. Il faut pas être un mec angoissé. Il faut jamais privilégier le boulot. Vivre jour au jour, qu'il faut faire du sport, il faut manger sainement. Marcher 40 minutes par jour, manger sainement. Franchement, je vous cache pas que c'est pas du tout mon cas. Sortir, faire de la marche, du sport, voilà, faire ce que j'aime.
Alors justement, manger sainement, faire du sport, ne pas penser à son boulot et pas beaucoup bosser. Est-ce que c'est les ingrédients à cette vie en bonne santé plus longtemps? Alors, ils ont tous très bien répondu. Il y a des choses très simples comme ça. Alors, sur le plan de la longévité, bon, la longévité, c'est la durée de vie maximale qu'un être humain, par exemple, qu'une espèce peut atteindre. C'est d'abord génétique. Ok. La preuve, c'est que la tortue, elle vit 300 ans, quoi qu'on fasse. L'être humain, il vivra 100 ans ou 120 ans. Le record, c'est Jeanne Calment, quoi qu'on en dise, 122 ans. Et donc, c'est avant tout génétique. En dehors de la génétique, évidemment que le vieillissement environnemental va compter. C'est clair que quelqu'un qui fume 6 paquets de cigarettes par jour, 3 bouteilles de whisky et qui mène une vie risquée va vivre moins longtemps qu'un autre. Sur le plan de l'hygiène de vie, tout ce qu'on dit sur le micro-trottoir, c'est très, très, très vrai. Le stress, oui, ça a été prouvé que ça a diminué la durée de vie. On a l'exemple des Okinawa, l'île d'Okinawa, tout le monde en parle, où il y a de nombreux centenaires, c'est des gens qui ne sont pas stressés. L'autre chose qui a été prouvée scientifiquement, c'est la restriction calorique. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire qu'il faudrait manger, non pas jusqu'à satiété, mais manger beaucoup moins arriver bien avant la satiété comme... Ne pas se sentir rempli. Voilà, il faudrait bien, manger, si vous voulez, 30% de moins que la ration calorique qu'on ingurgite nous. D'accord. Mais par contre, depuis l'âge adolescent. Okay. Alors l'erreur, ce serait de le faire à l'âge avancé, alors que là, au contraire, il faut combattre la dénutrition. Donc effectivement, ça a été prouvé avec les animaux de laboratoire et que c'est la première condition. Manger moins dès l'âge de l'adolescence augmente largement la longévité. La deuxième chose qui a été prouvée, là je vous parle des choses scientifiques, c'est l'activité physique, c'est clair. La dame, elle a raison, ça a été prouvé que ça diminue la mortalité cardiovasculaire et à ce titre-là, ça augmente la longévité. L'OMS fixe le minimum d'activité physique pour une personne âgée, quand même il faut que ce soit adapté à 30 minutes de marche à un rythme soutenu, au moins 5 fois par semaine. Alors, quand vous dites une personne âgée aujourd'hui, oui. Qui est considérée personne âgée? Alors, c'est une excellente question. L'OMS avait fixé le seuil scandaleux de 65 ans, alors que 65 ans, c'est quand même très jeune. C'est ça. Et même avant, on disait que le sujet âgé, c'était le sujet qui était en cessation d'activité. Donc, 60 ans, si c'est l'âge de la retraite. Voilà. Alors évidemment, vu l'accroissement de l'espérance de vie, surtout au Maroc, c'est un pays où la population va énormément vieillir, mais il y a des raisons. Ça a changé. Et la Haute Autorité de Santé, par exemple en France, en tout cas partout maintenant en 2012, a retenu le seuil de 75 ans. D'accord. Pour parler de personnes âgées. Pour parler de personnes âgées, c'est ça. Donc les services gériatriques, on va hospitaliser à partir de 75 ans. Mais on prépare vivre plus longtemps, c'est pas à partir de 75 ans qu'on y pense. Non. Ça se prépare bien avant. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on vient vous voir, par exemple, parce que vous êtes gériatre et médecin interniste, est-ce qu'on vient vous voir pour vous dire comment je peux faire pour vivre mieux, être en meilleure santé? Est-ce que c'est une interrogation qui rentre dans les mœurs? Oui, ça fait... Alors, vous avez raison de préciser médecine interne et gériatrie, parce que malheureusement, gériatrie tout seul, les gens... Il n'y a pas beaucoup de patients parce que ce n'est pas connu. C'est ça. Et pourtant, c'est une spécialité qui est très importante et qui reste rare au Maroc. Vous êtes très peu de spécialistes. Elle est rare au Maroc. En France aussi, je suis sûre que si vous faites un micro-trottoir, on pourra pas tout le monde ne vous répondra pas sur qu'est-ce que c'est la gériatrie. Vous êtes combien au Maroc? Environ 5? 11. 11 quand même. Dans tout le Maroc. 11 dans les hôpitaux, oui. C'est ça. Donc oui, vous me disiez... oui, le motif ça fait partie des 3 motifs de consultation le plus fréquents. Vers quel âge on vient vous poser cette question? En ce qui concerne les consultations de gériatrie, au moins 60, ils ne viennent pas avant 70 ans. Tant qu'on n'a pas un problème de santé on ne se sent pas tellement concerné. Mais il y a des choses à faire. Il y a la vitamine D. Ça a été prouvé. Ça augmente la longévité. Mais par en automédication? Ce serait bien de la doser et ensuite de la corriger. 94% des Marocaines de plus de 40 ans ont un déficit en vitamine D. Okay. Et effectivement, ça a été prouvé. Les antioxydants, ça n'a pas été prouvé, mais intellectuellement, ça diminue le vieillissement de la cellule et donc ça entraînerait une longévité. Les études, il n'y a pas assez de recul pour le démontrer scientifiquement, mais le sélénium, le zinc
pourquoi pas? Ok. Attendons de le prouver. Mais attendre 70 ans pour commencer, par exemple, une supplémentation ou bien avant? Non, bien avant. Bien avant. Bien avant, puisque, par exemple, le déficit, les conseils alimentaires, etc. Mais par exemple, pour parler du déficit en vitamine D, même à 18 ans, on peut l'avoir. Donc le soleil ne suffit pas. L'alimentation ne suffit pas. Et ça concerne aussi les hommes. Je suis sûre que si autour de cette table, on nous faisait à tous un dosage en vitamine D, il serait effondré. D'accord. C'est clair. Et ça, c'est dommage, puisque, effectivement, en le corrigeant, on améliore sa longévité. Et la longévité, comme vous le précisiez, en bonne santé. En bonne santé, voilà. c'est ça l'idée. Ce qu'on appelle l'espérance de vie sans incapacité. C'est ça. Parce que sinon, c'est vrai que Mais par exemple, dommage. quand vous, en tant que scientifique, en tant que médecin, vous voyez des titres tels que le thé, puissant antioxydant et donc aliment anti-âge par excellence, est-ce que ça vous fait sourire ou vous y croyez? Je dirais que c'est de bonne guerre, c'est comme le bonheur, c'est le souhait de tout un chacun. C'est ça. Et donc c'est normal que les médias, et c'est normal que les médias s'en emparent et que... Mais c'est vrai ou c'est pas vrai, le thé? Non, alors il y a ce qui est scientifiquement prouvé et il y a les on-dit. C'est ça. C'est clair. Les antioxydants comme le thé, probablement, intellectuellement, ça devrait marcher, puisque c'est l'oxydation de la cellule qui nous fait vieillir et qui nous fait mourir, si vous voulez. Mais ça n'a pas encore été prouvé. C'est tôt aussi, on n'a pas assez de recul. Les études scientifiques, américaines, anglaises, françaises, n'ont pas encore réussi à le démontrer scientifiquement. Mais c'est prôné comme si c'était une confirmation scientifique. Oui, non, c'est vrai. Donc c'est pas que ça me fait sourire, parce que oui, on peut dire... Je ne dirais pas une escroquerie parce qu'il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Il n'y a pas de preuves scientifiques. Ouais, pour les antioxydants. Pour la vitamine D, oui. Pour les omégas? Il n'y a pas de preuves scientifiques. Non plus. Non. Pourtant, c'est des titres il faut dire marketing vendeurs qui marchent bien, quand même. Mais ceci dit, ça demande beaucoup d'argent et de temps de faire une étude scientifique. Et peut-être que ces études, en fait, il y a certaines études qui n'ont pas encore été faites. C'est ça. Donc on ne sait pas. Donc en fait, à défaut, c'est quoi? Moi, je trouve que c'est bien de prendre des antioxydants, ça ne fait pas de mal, ça peut faire que du bien. Pareil pour les oméga 3. Alors ça, c'est sur le plan nutritionnel. Alors il faut que ce soit équilibré. Oméga 3, oméga 6. Voilà, tout à fait. Il faut qu'il y ait un équilibre. Les ratios sont compliqués. Oui, mais je crois que tout le monde connaît à peu près, tout le monde sait à peu près, je pense, ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Le bon sens le sait. Oui. Maintenant, la pratique est différente. Oui. Maintenant, ce qui a été prouvé scientifiquement, ce n'est pas tout ce qu'on dit. C'est clair. C'est clair. Une question, Nadia? La recette miracle de la longévité? Moi, comme elle dit, moi, je préfère être vieille en bonne santé que vieille et pas... C'est tout. Ah non, bien sûr. Mais autrement, il y a plein d'effets placebo aussi. Hein. Oui, mais ça marche, l'effet placebo. Oui, très bien. Mais tant mieux, hein, si on ne prend rien et qu'on va mieux. Vous pensez à quoi, par exemple, pour l'effet placebo? Chacun son placebo. Oui, par exemple, il y a tellement de choses, on dit si tu prends ça, ben ça va. Hier, je l'ai pris, c'était génial. Oh là là, je me sens très très bien. C'est clair. Moi, j'y crois pas trop. Moi, je suis pas très. Moi, je suis d'accord pour manger sainement. Comme hier, j'étais avec Fatima El, et elle a raison. Elle dit le seul conseil que je peux vous donner, parce que tout le monde a posé plein de questions par rapport à son livre et tout. Et elle a dit manger des légumes et des fruits de saison. C'est ça. Oui. Livre qu'on a eu l'occasion de présenter dans l'émission dernièrement. Voilà. Et c'est vrai. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas se dire celui-là il est bio, celui-là il n'est pas bio. Parce qu'on a des gebliettes qui viennent, qui ramènent de leur jardin. Mais des fois, c'est plein de petits pesticides, c'est plein de... Tu vois. Et là, quand c'est vraiment de saison, elles n'ont même pas besoin de mettre des produits. Nadia a des références très tangéroises. On parlait aussi, on a évoqué en off les diètes chez les jeunes, pensant se construire une santé. Oui, c'est vrai qu'il y a un phénomène qu'on observe en ce moment, et c'est ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est-à-dire une tendance à vouloir faire trop bien dans l'alimentation. Et on voit chez les jeunes, alors c'est pas mon domaine bien sûr, mais alors il y a le végan, j'ai rien contre, hein, mais chacun s'invente sur Internet. Souvent, son régime alimentaire. Alors, il y a la peur de manger ça, de ne pas manger ça. Alors là, on arrive au stress. Et comme le dit très bien un patient, le stress, c'est un freinateur de la longévité, clairement. Et on rentre dans le stress si on se met à étudier tout ce qu'on mange et tout ce qu'on ne mange pas, etc.
Il faut être Zen. équilibré. Oui, zen, ça rentre en ligne. Alors, on a une question. Alors, aujourd'hui, j'ai pas bien géré le temps, je vais être sincère avec vous. Donc, on était passionnés sur le plateau. Donc, on va passer juste une question d'une seule téléspectatrice, Najette, qui vous dit: est-il vrai qu'un animal de compagnie allonge notre durée de vie? Ah oui, on en parle en ce moment, et c'est vrai. Pourquoi? Parce que pour vivre plus longtemps, la personne âgée, si vous voulez, rapidement, il y a 3 types de personnes âgées. Celle qui va bien, malheureusement celle qui est malade, et entre les deux, la personne âgée fragile. La personne âgée fragile, c'est une personne qui va bien, mais s'il y a un stress, elle ne pourra pas s'adapter au stress. Alors, pour aller bien et vivre le plus longtemps possible, il faut entretenir l'équilibre de base, physique, l'alimentation, etc., intellectuel, l'apprentissage, apprendre de nouvelles langues, par exemple, et relationnel. Et c'est vrai que... c'est pas culturel chez nous, l'animal. Mais oui, mais nous, on a quand même la chance, et je pense que c'est une grande réussite de nos pays. Et là, on est vraiment vainqueurs, parce que j'ai fait les 2 pays, c'est qu'on n'est pas seul. C'est ça. Je le vois avec mes patients, la famille est là, présente, aimante, affectueuse. C'est pas que c'est pas le cas en France, mais il y a beaucoup plus de solitude. Donc là, c'est une réussite. C'est vrai. Oui, donc l'animal de compagnie, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est ça. Voilà. Mais oui, nous, c'est mieux que rien. C'est ça. Bien sûr, il faut parler. Merci beaucoup, Dr Majan Benjeloun, d'avoir été là. Vous êtes médecin interne, on dit, pas interniste. Interniste ou c'est vrai, c'est une bonne question. On dit médecin interne. Médecin interne, oui. L'interniste, c'est celui qui passe son internat, je crois, de médecine. Non, on dit interniste. On dit les deux. On dit Parfait. interniste. Merci beaucoup. Et gériatre. Oui. Alors, juste pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une spécialité qui prend en charge... C'est une spécialité depuis 2004 en France et dans les pays anglo-saxons. Et c'est une spécialité qui prend en charge les personnes âgées, la maladie des personnes âgées, à l'instar de la pédiatrie, qui prend en charge les enfants malades. Des enfants malades. Merci beaucoup, Dr Majan Benjeloun. Nadia Alami, notre femme super inspirante de la semaine, avec toute votre spontanéité, votre émotion et votre environnement tangérois que vous nous avez transposé dans le studio. Et puis, M. Mstafa Srkat, fondateur DG du cabinet Conseil RH Leadership, merci beaucoup d'avoir été là également. Merci à tous. Merci. Au revoir. À très vite sur Média TV.